ce soir, le chef conservateur Pierre Poilievre exige un nouveau budget cet été. On fait le point avec nos journalistes. Feu de forêt sur la Côte-Nord. Les Inuits de Pessamit ont tendu la main aux habitants de Manu-Ténam. La sénatrice Michèle Audette nous raconte son expérience. Et un comité du Sénat réclame des changements majeurs à la stratégie nationale de prévention du suicide. Je reçois le sénateur indépendant Patrick Brazeau. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le chef conservateur demande au gouvernement Trudeau de présenter un nouveau budget contenant un plan de retour à l'équilibre, quitte à reconvoquer le Parlement au cours de la période estivale. Pierre Poilievre dit craindre une grave crise financière à la suite de la nouvelle hausse du taux directeur de la Banque du Canada plus tôt cette semaine. Il reproche aux libéraux de continuer à alimenter l'inflation avec leurs dépenses. Hier, j'ai prononcé un discours de 4 heures afin d'empêcher le déficit, le budget inflationniste et déficitaire de Justin Trudeau qui menace la sécurité économique des Canadiens. Aujourd'hui, je lui dis, M. Trudeau, retirez votre budget. Annulez vos vacances d'été. Mettre le Parlement au travail pendant l'été pour réécrire le budget, un budget qui éliminera les déficits afin de réduire l'inflation et les taux d'intérêt. Je parle de cette nouvelle tactique des conservateurs avec nos journalistes qui sont avec moi en studio, Joël Denis, Althia et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Joël Denis, je commence avec vous. Pierre Poilievre qui veut un budget cet été, qu'est-ce qu'il espère accomplir avec ça? Je pense qu'il voulait simplement maintenir la pression sur le gouvernement Trudeau et aussi alerter la population canadienne comme quoi le budget qui a été déposé au mois de mars est inadéquat. Il va contribuer à maintenir les pressions inflationnistes. Donc, pour M. Trudeau, pour M. Poilievre, pardon, c'est un peu son cheval de bataille depuis un certain temps. Le budget, pour lui, est un mauvais remède pour l'économie canadienne. Et donc, c'est une tactique, mais est-ce que ça va être entendu? Je pense qu'il a perdu sa bataille sur cette question. Il s'en remet maintenant au Sénat pour bloquer le budget. Je ne crois pas que ça va fonctionner. Althia, est-ce que vous pensez que c'est une tactique payante? OK, mais moi, je le vois d'une manière un peu plus différente que Joël Denis. De un, c'est un jeu, parce qu'il n'y a aucune manière que M. Poilievre voulait même arrêter le passage du budget. Il est sorti avec cette annonce qu'il allait faire de l'obstruction dans la Chambre des communes pendant des heures de temps pour arrêter le budget. Mais il a fait cette annonce-là une fois que le gouvernement avait déjà annoncé qu'il allait avoir seulement 5 heures de débat sur le budget. Alors, il n'y avait vraiment rien que M. Poilievre pouvait faire dans la Chambre des communes, sauf prendre tout le temps de parole de son côté, en fait, de ses propres députés, puis parler. Alors, c'est un jeu qui nous annonce, qui nous fait... Il essaie de nous faire croire qu'il va faire toutes les pressions possibles pour arrêter le passage du budget. Mais c'est pas vrai. Dans son discours hier soir, il n'a même pas parlé du budget. Il a parlé de l'inflation, il a parlé des taux d'intérêt, il a parlé de la dette des ménages du Canada, il a parlé d'une crise qui s'en vient à l'horizon, il a parlé de Justin Trudeau, puis il a parlé des voyages, mais il n'a pas vraiment attaqué le budget. Alors, juste pour dire, c'était plutôt une tactique de communication. Il veut se faire connaître auprès des Canadiens. En fait, je pense que son discours il était pas mal bon. Il y avait des parties qui étaient un peu exagérées. Il y avait quelques mensonges, mais en fait, c'était un bon budget pour se présenter, mais ça n'avait rien... Excuse-moi, c'était un bon discours pour se présenter, mais ça n'avait rien, pas rapport du tout au passage du budget des libéraux. Catherine? Mon Dieu, moi, je trouve que même chose, on savait déjà que le débat allait être écourté, donc c'était un peu un spectacle, selon moi. C'est sûr que, bon, en même temps, il reste 2 semaines seulement. Le Sénat va commencer à se pencher là-dessus la semaine prochaine, officiellement, parce que ça vient de passer à la Chambre des communes. Alors, vraiment, je trouve que... Écoutez, là, c'est un spectacle. C'est une minorité des sénateurs qui sont conservateurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire pour essayer de tenter de faire de l'obstruction, mais vraiment, je ne pense pas que ça va fonctionner. Et puis, ce nouveau budget dont Pierre Poilievre a parlé, je n'ai pas trop compris là, pourquoi il amenait ça aujourd'hui. Ouais, vous attendez pas à rentrer de vacances au cours de l'été pour ce nouveau budget. Bon, parlons des feux de forêt, parce que vraiment, c'est historique au Québec et ça a monopolisé la semaine à Ottawa. Et
on s'y attendait, ça ravive le débat sur les changements climatiques. Joël Denis, jusqu'à quel point ça place les conservateurs, justement, sur la défensive, sur la sellette, que ce dossier des changements climatiques? Beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, les libéraux en ont profité justement pour mettre en relief l'absence de politique environnementale du Parti conservateur. Tout au long de la semaine, le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, l'a relevé, a même souligné que le smog dans la capitale nationale, la qualité de l'air était pire qu'à Mexico City, qu'à Jakarta, qu'à Calcutta. Donc, il a vraiment réussi, je pense, à marquer des points. Et donc, c'était la semaine, je pense, des partis verts, des partis d'hiver cette semaine. Le Parti vert, oui, parce que c'est évidemment sa principale force, l'environnement, mais le NPD et le Bloc québécois, et d'une certaine manière le Parti libéral, parce qu'il y a quand même une certaine politique environnementale, mais le Parti conservateur était nulle part. D'ailleurs, on ne peut parler des feux de forêt, à l'exception de dire qu'il était content d'avoir reçu un briefing du ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, mais autrement de ça, il y a eu peu de commentaires qui permettaient au Parti conservateur d'avancer sur la question de l'environnement. Althia? Bien, j'ai appris hier soir, en écoutant le débat de Pierre Poilievre, qu'il croit dans les changements climatiques. Il a dit ça autour de 23 heures. Parce qu'il n'avait pas répondu durant les débats à la Chambre des communes durant la période des questions. C'est un peu malheureux pour eux parce que les conservateurs, ils ont essayé de faire des points. Puis je pense que c'est quand même une vulnérabilité du Parti libéral, surtout dans les endroits ruraux, sur la taxe sur le carbone. En Nouvelle-Écosse, il va maintenant avoir une taxe, la taxe fédérale sur le carbone. Puis ça nuit beaucoup aux gens dans les comtés ruraux qui doivent utiliser leur véhicule pour se déplacer, qui n'ont pas de transport en commun, puis qui doivent maintenant payer plus cher sans avoir vraiment le retour. Ils ne reçoivent pas plus qu'eux, ils payent. Mais en posant ces questions en Chambre, bien, le gouvernement l'a utilisé, Denis l'a bien dit, pour remettre la question, bien, comment est-ce que vous pouvez parler de ça pendant que le pays brûle? Puis ça l'a remis de l'avant le fait qu'on avait eu encore ces débats dans le Parti conservateur sur si oui ou non les changements climatiques existent. Alors ça n'a pas été une très belle semaine pour eux. C'est pas une bonne semaine pour les conservateurs. On va terminer en parlant du témoignage de David Johnston devant un comité permanent des communes. Monsieur Johnston est venu expliquer pourquoi il ne recommande pas d'enquête publique dans le dossier de l'ingérence étrangère. Catherine, est-ce qu'il vous a convaincu? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve que, bon, en fait, il a convaincu personne, je crois, à la fin de son témoignage. Et franchement, je trouvais que M. Johnston faisait un peu pitié. Franchement, c'était pas un bon moment pour lui. Il se faisait attaquer, il se défendait très mal, je trouve. À part de dire, ben c'est faux, les allégations sont fausses, et puis de les répéter, ça les rendra pas vraies. C'est sûr qu'aujourd'hui, en plus, on apprend que, bon, il laisse tomber la firme Navigator, qui l'aidait avec les communications pour se défendre sa réputation, parce que le député Andong utilise la même firme. Donc, c'est quand même quelque chose. Alors, vraiment, je trouve que, bon, ça n'a pas été un très bon moment pour David Johnston. Et puis, maintenant, je me demande aussi, bien, à quoi va ressembler le processus dans les prochains mois? Est-ce que les membres de la diaspora chinoise vont vouloir y participer même? C'est une autre question qu'on se pose actuellement. Oui, exactement. C'est ça. Joël Denis, qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage de David Johnston? M. Johnston arrivait avec un déficit de crédibilité devant le comité et ce déficit, je pense, s'est creusé à la suite de son témoignage. On a relevé qu'il n'avait pas parlé des organismes importants comme Élections Canada, par exemple, qui est responsable de veiller au bon déroulement des élections fédérales et il n'a pas cru bon de leur parler dans le cadre de son premier rapport. Je pense que c'est une faute majeure. Et il y a eu aussi des contradictions entre ce qu'il a mis dans son rapport et, par exemple, le discours qu'a prononcé Erin O'Toole, l'ancien chef du Parti conservateur, qui lui disait que le SCRS avait affirmé qu'il y a eu une campagne de désinformation menée par le Parti communiste chinois, donc Beijing, et que M. Johnston, dans son rapport, ne faisait aucun lien, disait en fait qu'il n'y avait pas de preuves. Donc, il y avait des contradictions avec ce qu'on savait. Et moi aussi, je me pose la question, quel est l'outil de l'exercice qui reste à faire, les audiences publiques à venir le mois prochain? Je crois que la démarche est déjà entachée d'un lourd handicap. Althia, il nous reste même pas 30 secondes. Qu'est-ce qui reste de crédibilité, justement, à cet exercice, selon vous? C'est une question difficile à répondre parce que je ne suis pas certaine. Moi, je le vois un peu différemment parce que je pense que le premier rapport, c'est vraiment une première ébauche. Mais le problème, c'est que dans son rapport, M. Johnston a fait des affirmations comme « J'ai vu tous les documents nécessaires pour pouvoir arriver à une conclusion que le premier ministre et les ministres
n'ont pas erré dans on leur a pas donné de recommandations ou d'intelligence sur lesquelles ils n'ont rien fait. Puis là, c'est très clair. Lui-même, il avoue qu'il n'a pas vu toute l'information. Mais comment il a pu écrire qu'il avait vu? C'est écrit noir sur blanc, là, j'ai vu toute l'information que j'avais à voir. Mais comment est-ce qu'on peut lui faire confiance? Mais la plus grosse question, c'est une grande majorité des députés dans la Chambre des communes a dit à M. Johnson, on n'a plus confiance dans vous, vous devriez quitter. Puis l'ancien gouverneur général refuse de le faire. Ouais. Ça, je trouve ça épouvantable. Puis c'est comme hors de caractère avec tout le parcours de M. Johnson. En fait, c'est très triste. Il dit qu'il va rester envers et contre tous, finalement. Joël Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Et pour revenir sur les feux de forêt, on le sait, ils sont historiques au Québec et continuent d'ailleurs de faire des ravages. Plus de 130 incendies sont toujours en activité dans la province et la situation dans le nord du Québec et en Abitibi inquiète toujours les autorités. Plus de 12 000 personnes sont évacuées à l'heure où on se parle. Le premier ministre François Legault a fait le point cet après-midi. Concernant les pertes d'IEM, pour compenser les pertes des individus, les gens de la sécurité publique ont fini leur travail. Donc, je devrais être capable, d'ici demain, de faire un conseil des ministres spécial pour pouvoir, dès demain, annoncer les pertes d'IEM qui vont être données aux gens qui sont évacués. Mais je veux rassurer tout le monde, là, on va compenser l'équivalent de ce que ça vous a coûté de plus. Sur la Côte-Nord, en revanche, la situation s'est beaucoup améliorée. J'en discute avec la sénatrice Michèle Audette, qui s'est rendue sur place à Pessamit pour offrir justement son aide aux évacués des feux de forêt là-bas. Bonsoir, Madame la sénatrice. Bonsoir à vous, Coué. Je vous demanderai d'abord, comment vont les communautés Innu sur la Côte-Nord au moment où on se parle? Bon, on dit que les gens rentrent à la maison dans la région de cette île. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir évité le pire, finalement? Je crois, moi, la discussion que j'ai eue avec certaines familles qui ont hébergé, qui sont restées chez moi à Québec, ou ceux et celles que j'ai vues à Pessamit, dont ma maman et surtout ma mère, ça a été un soulagement. Ça a été comme revivre un déplacement imposé, mais cette fois-ci pour des questions de sécurité, de savoir que leur maison, leurs animaux ou les choses qu'elles aiment n'ont pas été affectées. Il y a des réactions, par contre, par rapport au territoire et des endroits où c'est sacré pour ma communauté et dont la pourvoirie qu'on avait. Alors, ça va être de se donner une chance et de dire, ça va être l'opportunité de reconstruire à notre couleur et à notre façon qu'on est comme peuple Innu. Oui. Donc, votre mère également a été affectée par ces feux de forêt. Oui, puis c'est surtout, bon, je vais dire ça avec un petit peu d'humour Innu. Ma mère est encore à la génération des cellulaires là, qu'on plie et déplie. Alors, très difficile de texter, donc c'est impossible. Moi, je paniquais à partir d'Ottawa et ensuite Québec. Et je décide de prendre la route, mais il y a le mocassin Télégramme pour nous, c'est le Facebook. C'est comme ça que j'ai retrouvé ma mère, qu'on m'a dit à telle place en sécurité. Et quand je suis arrivée à Pessamit, elle a réalisé comment, en peu de temps, nous sommes résilients, on est accueillants et tout le monde a enveloppé les milliers de personnes. Et à Pessamit, 500 familles, 500 individus qui sont arrivés dans la communauté et 3 repas par jour, des activités, des messes, des rencontres spirituelles et sacrées. Et ainsi de suite. Donc, tout était pensé pour faire comme si on était encore à Maliotenam. Et ça, pour moi, j'ai vu comme on est fort comme peuple. Donc, une belle solidarité. En 1991, Michèle Audette, on sait que ces gens de Pessamit avaient dû être évacués vers leurs frères de cette île. À l'époque, bon, les feux de forêt, on se rappelle, avaient détruit près de 2000 km² de forêt. Vraiment, c'était immense. C'est donc un peu l'inverse qui se produit là aujourd'hui. Et oui, j'avais oublié tout ça parce que je suis dans le moment présent et les cuisinières, les gens avec lesquels j'ai donné plein d'amour et d'énergie, où elles m'ont, bon, c'était réciproque, elles m'ont dit, tu sais, là, vous nous l'avez fait, là,
tellement bien et grandiose quand on est arrivé. Je dis, ben oui, ça fait longtemps. Alors, toutes sortes de conversations se faisaient en disant, ils ont bien fait, donc on redonne. Et ça, pour moi, j'avais comme fait d'un tournoi de hockey, ça, on redonne pas. Il faut qu'on reparte avec le trophée. Là. Mais dans ce cas-ci, il y a eu beaucoup de solidarité puis de dire, voici, c'est à notre tour là, de prendre soin de vous. Ouais. Est-ce qu'on s'attend à des dommages à long terme sur le territoire ancestral Innu à cause des feux de forêt? Quand je dis à long terme, des impacts plus éloignés dans le temps? Bien, certainement, mais là, ça, c'est vraiment moi de façon personnelle. Je suis convaincue que celles qui ramassent les bleuets vont dire, bon, dans une couple d'années, c'est le paradis du bleuet. Toujours en ayant eu à un moment donné de grande tristesse parce que le caribou, le petit gibier et tout l'environnement naturel là, qui est notre pharmacie et notre frigidaire est affecté. Donc, on va se réadapter avec un peu plus de feuillus, peut-être plus d'orignaux que de caribou, mais les ramasseuses là, de bleuets, là, je les vois déjà en train de dire c'est mon prochain espace où je vais aller éventuellement. Mais reste que ça fait mal. Oui, mais on est résilient. Oui, on comprend qu'il va y avoir quand même des impacts positifs à ça. Donc, il y a eu des évacuations. Il y a d'autres communautés autochtones ailleurs au Québec qui vivent en ce moment avec les menaces des feux de forêt. Il y a entre autres la communauté de Cri de Mistassini au nord de Chibougamau. Le chef, en fait, s'en remet remet en question, je devrais dire, l'ordre d'évacuer, malgré la demande du premier ministre François Legault. En fait, le chef dit que c'est à lui de prendre la décision, à lui d'évaluer le risque. Il dit que c'est pas le premier ministre qui dirige sa communauté. Jusqu'à quel point c'est difficile pour les communautés autochtones d'évacuer leur milieu de vie quand on sait combien ces communautés sont attachées à leur territoire ancestral? Bien, imaginez-vous là, qu'on vous enlève de force. Je suis sûre que c'est le même sentiment, mais on va rajouter cette fois-ci le sentiment intergénérationnel et multigénérationnel des traumatismes des pensionnats. Et toute la question autour là, de la protection de la jeunesse, la DPJ, où on arrache sans consentement et vite, tasse-toi, puis on t'amène là-bas et c'est moi qui décide pour toi. Donc ça, c'est gravé dans notre mémoire émotionnelle et intellectuelle. Alors peut-être que des fois, on va se sentir bousculé. T'es qui, toi, pour me dire quoi faire quand c'est moi le gouvernement ici, dans cet espace-là? C'est moi qui a la parole pour le citoyen et la citoyenne. Mais je vais faire le parallèle avec Ouachat, Itum, ma communauté, où là, il y a un dialogue constant parce qu'il y a une ministre Innu qui est dans le gouvernement CAQ qui va être très présente pendant les évacuations ou les mesures d'urgence. Alors, des fois, quand le dialogue se fait en même temps avec le leadership autochtone et un gouvernement et la municipalité, là, on semble avoir une approche concertée. Alors que dans le cas du Nord, ben, ça m'a pas surpris que ce leader, ce chef-là, va répondre comme ça. Et prenons cela comme une leçon. Si j'étais dans les chouclaques du gouvernement ou Legault ou les bocassins du gouvernement, c'est de dire, OK, mon approche, c'est d'assurer que Yann Lafrenière, le ministre, ait toujours cette entente-là là, avec le Grand Conseil de la Nation CRI. Peut-être que c'était le cas, là, mais c'est là où on voit quand on se parle, on travaille mieux ensemble. Oui, et de garder à l'esprit que quitter le territoire, ça peut, pour les communautés autochtones, rappeler, comme vous nous le disiez, de très mauvais souvenirs. Michèle Audette, sénatrice, merci beaucoup. Merci, très apprécié. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Ottawa va dévoiler cet automne une mise à jour de son cadre national de prévention du suicide. Les sénateurs qui sont membres du Comité des affaires sociales réclament des changements importants afin de réduire le taux de suicide et améliorer aussi le plan des libéraux. Alors, j'en discute avec le sénateur indépendant Patrick Brazeau, qui est avec moi en studio. Bonsoir, sénateur Brazeau. Bonsoir, Esther, ça va bien? Bon, oui, ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Parlez-nous d'abord de cette initiative au Sénat du Comité des affaires sociales dans le cadre de la prévention du suicide. Ça sort d'où? Ça vient d'où? C'est quoi cette initiative? En fait, pour ceux qui me connaissent, lors de ma deuxième tentative de suicide en 2016, une fois que je me suis sorti de cela, j'ai fait ma propre recherche personnelle sur le suicide, prévention du suicide, et j'ai vu que
75% des suicides au Canada sont commis par des garçons et des hommes. Alors, mon bureau a fait de la recherche sur la prévention du suicide sur les jeunes garçons et les hommes en 2019. Oui. Et le sénateur, un de mes collègues, le sénateur Stan Kutcher, qui est aussi un psychiatre, a introduit une motion pour étudier le cadre fédéral sur la prévention du suicide. Alors, c'est la motion de mon collègue qui nous a porté à ce rapport sur la prévention du suicide aujourd'hui. Et vous venez à la conclusion que ce qui a été mis en place par le gouvernement en 2016, c'est un échec. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer? Premièrement, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que, selon moi, comme je viens de mentionner, 75% des suicides au Canada sont commis par des hommes. Cependant, après les recherches que j'ai faites, pour faire une longue histoire courte, comparativement à des femmes et des jeunes femmes et des femmes, les programmes existants au Canada n'ont pas beaucoup pour des hommes. Alors, les hommes au Canada n'ont pas beaucoup accès à ces programmes-là parce que il y a beaucoup d'hommes au Canada qui se font dire, quand on a des épreuves, d'être fort, d'être tough et de passer à l'avant et de tout garder nos émotions à l'intérieur. Et ça fait partie de ma problématique personnelle. Et je sais que c'est le problème de beaucoup d'hommes qui ont honte d'aller chercher de l'aide. C'était mon problème. Et ça, c'est une des problématiques qu'on a trouvé une solution. Alors, d'une part, on veut qu'il y ait un focus sur les jeunes garçons et les hommes. Oui. Et deuxièmement, il y a une surreprésentation des suicides avec les peuples autochtones au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu des chercheurs, des experts, c'est que le taux de suicide n'augmente pas au Canada. Alors, ça laisse porter aux gens savoir que il n'y a rien à voir ici. Peut-être qu'on fait des choses, on fait les choses bien. Mais si on enlève toutes les statistiques des suicides des Autochtones, ça serait une crise nationale. Alors, pourquoi que ce n'est pas une crise nationale? C'est parce que les statistiques des suicides commis par des Autochtones au Canada sont mis dans les mêmes statistiques avec tous les autres Canadiens et Canadiennes. Mais les statistiques eux-mêmes seuls, ça serait une crise, mais... Oui, parce que, bon, le taux de suicide chez les Autochtones est de 6 à 25 fois plus élevé, justement, qu'ailleurs dans la population. Donc, c'est énorme, effectivement. Qu'est-ce qui peut être fait, justement, de façon plus spécifique pour les communautés autochtones? Bien, nous savons qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui souffrent de problèmes, d'abus d'alcool et d'autres substances à cause des effets post-générationnels des écoles résidentielles. Des pensionnats. Exactement. Et là, pendant des années, on a un gouvernement qui se sont excusés auprès des Autochtones pour ça. Il y a eu un règlement pour les gens qui sont allés aux écoles résidentielles. Mais qu'est-ce qui n'est pas fait, c'est que le gouvernement, avec les gouvernements provinciaux aussi, ne met pas d'accent et de focus sur des programmes pour des hommes, pour que les hommes, quand ils sont en problème, ils ont un endroit pour aller. Et dans mon cas personnel, il y avait très peu d'endroits et les endroits d'où je suis allé en thérapie, mais une fois que je suis arrivé en thérapie, on nous a dit que le taux de succès était de 2 %. Alors, si les programmes existants en termes de substances et d'autres choses, des gens qui ont des difficultés, il faut que les programmes soient revus et qu'il y ait un focus vraiment sur des programmes qui fonctionnent. Alors, il faut aussi regarder à travers le Canada quel programme fonctionne parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent prêts à aider des gens en termes de prévention de suicide, mais c'est des arnaques. Alors, il faut regarder les vrais programmes réels qui fonctionnent et tenter d'utiliser ça partout à travers le pays. Parce que on vous a dit dès le départ, lorsque vous êtes entré en thérapie après une tentative de suicide, de tous les gens qui suivent cette thérapie, il y a 2 %. Ça va marcher pour 2 % de tout le groupe. C'est ça, finalement, qu'on vous a dit dès le départ. Exactement. Et ça, c'était des thérapies
ce soit de jeux, de substances, de problèmes de santé mentale, problèmes des idéations suicidaires. Et le taux de succès, le directeur m'avait dit à ce moment-là, est de 2 %. Alors, si les programmes existants sont juste là pour dire qu'il y a des programmes sans qu'il y ait un effort réel pour qu'il y ait des vraies solutions, dans 10 ans d'ici, on va parler dans les mêmes problématiques. Alors, le gouvernement, selon moi, faut qu'il soit axé sur 2 choses. Il faut qu'il regarde la surreprésentation des Autochtones pour que les Autochtones eux-mêmes développent leur propre programme, que ça ne vienne pas des programmes de non-autochtones, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas nécessairement avec les Autochtones. Et il faut regarder la problématique des hommes et des jeunes garçons. Ouais. C'est pourquoi vous proposez une base nationale de données sur les suicides. Ça permettrait de mieux quantifier, finalement, de mieux cibler? De mieux cibler et aussi de mieux comprendre les pourquoi. Les pourquoi que les gens s'enlèvent la vie. Et alors, ça nous donnerait une meilleure banque de données. Alors, mais le temps va nous dire si on va améliorer les conditions. Mais si le gouvernement fédéral, à partir d'aujourd'hui, ne prend pas les recommandations du rapport du Sénat sérieusement, c'est sûr et certain, et si ma santé est encore bonne, je vais être encore ici, mais on va parler des mêmes problématiques dans 10 ans, et avec ce rapport et avec mon implication dans ce rapport, avec mon vécu personnel, j'espère que le gouvernement va prendre ça à cœur, comme moi j'ai pris ça à cœur, pour apporter des résultats pour beaucoup de gens. Alors, comme j'ai dit, ça reste à voir, mais c'est important. Donc, le rapport a été déposé aujourd'hui, a été présenté aujourd'hui. La suite est maintenant dans le camp du gouvernement. La balle est dans le camp du gouvernement. Vous attendez la suite pour cet automne? C'est ça. Je sais qu'il y a une rencontre qui est en train de céduler entre la ministre des Santé mentale et addictions, la ministre Caroline Bennett, avec les membres du comité pour avoir un aperçu de comment le gouvernement va accepter ou non accepter notre rapport. Elle devra répondre, le gouvernement devra répondre cet automne sur le cadre fédéral, mais je sais qu'on parle d'une question très difficile, mais je suis très fier de ce rapport parce que pour la première fois, on a identifié ils étaient où les problèmes et il ne faut pas être gêné de parler de ces problèmes-là. Alors maintenant, c'est le temps, en 2023, de parler proprement de la santé mentale des hommes. Parce que si on focus sur la santé mentale des hommes, c'est sûr qu'on va réduire le nombre de suicides, mais pas juste le nombre de suicides. On va avoir des familles plus en santé, on va avoir des couples plus en santé. Mais si on ne focus pas sur la santé mentale des hommes en ce qui concerne la prévention du suicide, on va manquer le bateau. Et moi, je tente juste d'apporter les rames pour nous aider à cheminer. Alors, la suite cet automne, on verra s'il y a une suite cet automne. Patrick Brazeau, sénateur, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 8 juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.